Nous avons une nouvelle mise à jour choquante. Dans l'affaire du fils d'un pasteur accusé d'avoir retenu 4 personnes dans son sous-sol contre leur gré pendant près de 10 ans. Il est maintenant accusé de meurtre. Donnie Ray Birchfield Jr. a aussi été inculpé aujourd'hui pour agression sexuelle criminelle au premier degré, en plus du meurtre. Ce que nous savons sur la femme qui aurait été retrouvée morte dans sa maison et sur les 3 autres personnes que les forces de l'ordre ont secourues après des années de présumés abus. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Si ce qui est allégué dans cette affaire est vrai, le suspect est certainement un individu malade et tordu. Mais ce suspect est aussi désormais un meurtrier présumé. L'accusé s'appelle Donnie Ray Birchfield Jr. C'est le fils d'un pasteur dans la petite ville de Lancaster, en Caroline du Sud. C'est à environ 1 heure de route de Charlotte. Les réseaux sociaux de Birchfield le montrent avec sa famille et révèlent qu'il est aussi fan de catch professionnel. En fait, sur une photo, c'est lui avec une chaîne autour du cou. C'est peut-être ironique compte tenu de ce dont il est accusé. La police de Lancaster a donné une mise à jour sur l'affaire et révélé le prénom d'une des 4 personnes retenues captives par Birchfield dans la maison. Selon les allégations, une personne aurait été captive près d'une décennie. Mais la femme, dont le nom vient d'être révélé, aurait été assassinée par Birchfield. Et sa belle-sœur s'exprime maintenant publiquement sur la disparition de son frère et de sa femme pendant des années. Avant d'entrer dans les détails, laissez-moi rappeler comment tout cela a été révélé. Voici une vidéo, selon WSOC-TV, de la maison où Birchfield aurait vécu et retenu en otage un couple et 2 femmes avec qui il aurait eu une relation, selon la police. Tous auraient été retenus dans le sous-sol de cette maison. L'histoire a débuté le 25 juillet. Vers 11h45, la police s'est rendue chez Birchfield suite à un signalement de décès. En arrivant chez eux, ils ont trouvé une femme de 49 ans morte au sol. Selon les mandats d'arrêt obtenus par le journal Post and Courier, qui est le seul média que nous ayons vu à avoir pu accéder à ces mandats d'arrêt. Nous les avons demandés, ils ne nous ont pas été envoyés. La victime aurait montré des signes de privation de nourriture, d'eau et de soins médicaux. L'enquête sur la cause et les circonstances du décès de Mme Arnsdorf s'est poursuivie. Cette femme a maintenant été identifiée comme étant Shirley Arnsdorf, âgée de 49 ans. Son mari aurait également été retenu captif par Birchfield à l'intérieur de la maison. Cet homme serait en vie. Je vais vous dire ce que j'ai appris sur Arnsdorf dans un instant. Mais nous savons que la famille de son mari dit qu'elle le cherchait depuis des années. Une femme a dit à WSOC-TV que son frère était parmi les personnes piégées dans la maison. Elle a dit qu'elle cherchait son frère depuis des années, mais qu'elle n'avait pas pu le retrouver. Elle a même déposé un signalement pour disparition. Elle dit que son frère a un handicap de développement, mais qu'il vivait seul jusqu'à il y a quelques années, lorsqu'il a disparu. Elle a dit que lorsqu'elle a vu son frère à l'hôpital, il semblait peser environ 32 kilos de moins que la dernière fois qu'elle l'avait vu. On ignore comment le couple a rencontré Birchfield, ni comment ils sont arrivés dans cette maison. Il a été rapporté qu'il était considéré comme le seul gardien de ce couple. 6 jours après la découverte de la mort d'Arnsdorf, Birchfield a été placé en garde à vue. Il était d'abord accusé de 2 chefs de négligence envers un adulte vulnérable et 2 de séquestration. Il est également accusé de 2 chefs de violence domestique de nature grave et aggravée, qui est la forme la plus sévère de violence domestique en Caroline du Sud. Il est aussi accusé de 2 chefs de séquestration. Maintenant, même si la police n'a pas révélé la cause du décès d'Arnsdorf, le nouveau rebondissement choc est que ce n'est plus seulement une affaire de négligence. Ce matin, les enquêteurs du département de police de Lancaster ont obtenu des mandats accusant Donnie Ray Birchfield Jr. du meurtre de Shirley Arnsdorf. En plus du meurtre, Donnie Ray Birchfield Jr. a également été inculpé aujourd'hui pour agression sexuelle criminelle au premier degré. M. Birchfield est détenu sans caution au centre de détention du comté de Lancaster pour ces accusations. Nous savons maintenant que Birchfield est accusé de violence physique contre les personnes qui seraient retenues captives à l'intérieur de la maison. Avec Arnsdorf et son mari, les 2 autres personnes retenues étaient des femmes avec qui Birchfield avait une relation amoureuse. L'une d'elles pourrait être accusée. C'est un rebondissement étrange dans cette histoire. Je vous en parle dans un instant. Mais la police affirme qu'une des femmes aurait été retenue dans la maison depuis septembre de l'année dernière. L'autre
et ces choquants auraient été retenus dans la maison par Birchfield depuis 2015. Voici ce que nous savons sur les mauvais traitements présumés qui ont eu lieu à l'intérieur de la maison. Selon la police, d'après les mandats obtenus par le journal Post and Courier, Birchfield gardait les 4 personnes au sous-sol et elles n'étaient pas autorisées à sortir à moins qu'il ne les laisse partir. Birchfield contrôlait également les téléphones portables des victimes, ce qui les empêchait de pouvoir appeler à l'aide. Il aurait également contrôlé les moments où elles pouvaient manger et utiliser les toilettes. La police accuse Birchfield de violences physiques, notamment de strangulation, envers les victimes. Une femme aurait dit à la police que Birchfield l'avait menacée, elle et sa famille, affirmant savoir dissimuler un corps grâce à son expérience. Maintenant, voici ce qui pourrait être un autre rebondissement intéressant dans cette histoire. Parce que j'ai trouvé 2 comptes Facebook de femmes qui ont des photos avec Birchfield et elles semblent avoir une relation amoureuse avec lui. Maintenant, un des comptes appartient à une femme qui a des photos avec Birchfield. Et ces photos remontent à environ 2019. Ils auraient assisté à plusieurs événements ensemble. Sa publication la plus récente la montre elle-même dehors le 19 septembre. Elle se trouve dans un cimetière. L'autre compte montre une femme récemment, voire actuellement, impliquée sentimentalement avec Birchfield. La femme a publié une photo qui semble montrer Birchfield l'embrassant sur le front le 12 juin. C'est environ 1 mois et demi avant que la police ne se rende à la maison pour ce décès suspect. Il n'est également pas clair si l'une ou l'autre des femmes est victime de ce dont Birchfield est accusé. Nous avons bien vérifié les noms des femmes dans la base de données des tribunaux de Caroline du Sud. Et la femme avec les photos plus récentes embrassant Birchfield est revenue, montrant qu'elle a été arrêtée le 1er août, le même jour que Birchfield. L'adresse indiquée pour cette femme est la même maison sur Churchill Road, où Birchfield est accusé d'avoir retenu les 4 personnes captives. Birchfield a été arrêté à cette adresse. La femme est accusée de ne pas avoir signalé des abus ou de la négligence envers un adulte vulnérable. Selon les registres en ligne, elle a versé une caution de $2000 le 11 août. Pour l'instant, je ne donne pas le nom de cette femme parce que nous n'en savons pas assez sur elle, ni sur les circonstances entourant son arrestation. Les forces de l'ordre sont restées très discrètes sur une grande partie de cette affaire. On ne sait pas si les forces de l'ordre la considèrent également comme une victime. Hormis la déclaration de la police de Lancaster sur Facebook que je vous ai montrée, ils ne diffusent pour l'instant aucune information supplémentaire. Maintenant, Birchfield a au moins une personne de son côté depuis que cette histoire a été révélée. Apparemment, c'est sa sœur qui a publié un message sur les réseaux sociaux. Citation : « Avant de partager ou de republier quoi que ce soit sur ma famille, s'il vous plaît, arrêtez-vous et mettez-vous à notre place. Et si c'était votre fils, frère ou ami, devenir la cible de commérages et de jugements en ligne, répandre des spéculations, répéter des affirmations non vérifiées et commenter ne fait qu'empirer la situation. Ça n'aide personne. » Les nouvelles accusations de meurtre et de conduite sexuelle criminelle portent à 18 le total des chefs d'accusation contre Birchfield. Il est aussi accusé de crimes financiers. Depuis 2021, il aurait utilisé les cartes de crédit et de débit d'Arnsdorf et de son mari pour acheter au moins $2000 d'articles chez Walmart, prétendument pour lui-même. Il aurait également dépensé $12 000 de l'argent de ce couple au cours des 8 premiers 6 mois de cette année pour rembourser plusieurs cartes de crédit. L'avocat de Birchfield m'a dit plus tôt : « Mon cabinet enquête sur cette affaire. Mon client maintient son innocence dans cette affaire et il est important de se rappeler qu'il est présumé innocent de ces allégations. Nous avons hâte de plaider cette affaire devant le système judiciaire, où les faits, les preuves et l'état de droit comptent. Nous n'avons pas d'autres commentaires pour l'instant. » Nous avons remarqué que l'église, où le père de Birchfield est pasteur, a supprimé sa page Facebook. Elle diffusait ses offices du dimanche en direct. Nous accueille depuis la Caroline du Sud l'avocat en droit civique et défense pénale Tyler Bailey. Heureux de vous retrouver sur Law and Crime. Nous avions déjà évoqué cette affaire à ses débuts. Toujours choquant. À présent, une accusation de meurtre vise Donnie Ray Birchfield et l'identité de la femme de 49 ans présumée assassinée est inconnue. Qu'est-ce que les procureurs devront prouver dans cette affaire concernant l'accusation de meurtre ? Oui, ils vont devoir prouver plus que de simples abus et négligences. Ils vont devoir prouver cela. Il y a eu de la malveillance et de la préméditation en ce qui concerne le meurtre de cette malheureuse victime. Cela doit être voulu. On ne peut pas juste supposer que la victime est morte faute de nourriture ou pour des raisons similaires, et il semble que c'est vers cela qu'ils s'orientent. Ils ont parlé de strangulation et aussi de famine, qu'il l'a fait intentionnellement. Il ne lui permettait pas de manger, ce qui l'a rendue tellement mal nourrie et dans un état de faiblesse tel qu'elle aurait pu être étranglée et tuée, ou bien qu'elle soit morte à cause de sa faiblesse, étranglée et mal nourrie.
Oui, c'est quoi généralement le seuil? Parce que j'ai trouvé ça intéressant. Je veux dire, clairement, ils avaient apparemment dit qu'il y avait eu strangulation. Je vois comment cela pourrait devenir un meurtre. Mais pour qu'une personne soit mal nourrie et que cela devienne l'arme du crime dans un meurtre, quels éléments les procureurs doivent-ils présenter pour prouver que c'était intentionnel? Eh bien, il faudra probablement qu'il y ait des déclarations de la part d'autres personnes présentes affirmant qu'il la privait intentionnellement de nourriture. Ce n'est pas seulement qu'il s'agissait d'un adulte vulnérable avec une personne négligente pour s'occuper d'elle. Ici, il s'agit d'affamer volontairement la victime jusqu'à la mort, ce qui est odieux à imaginer. Et les procureurs n'auraient pas fait référence à une strangulation, comme cela a été mentionné par les procureurs et le service de police ici, s'il n'y avait pas de preuves pour étayer cela provenant de l'enquête du médecin légiste. Et cela montre davantage qu'elle était non seulement potentiellement affamée, mais aussi potentiellement étranglée. Ils pourront le prouver avec les faits de l'affaire. Ils ont conclu cela plus tard, probablement pour s'assurer d'avoir assez de preuves pour porter des accusations. La barre est très haute ici, ils doivent le prouver sans aucun doute raisonnable. Et ils ne veulent pas donner à la défense l'occasion d'exploiter la moindre faiblesse dans le dossier de l'État, ce qui pourrait entraîner un acquittement ou éventuellement une peine réduite. Et cela semble, je veux dire, on peut en parler, à quel point cette affaire paraît compliquée. D'après mon compte, il y a désormais 18 chefs d'accusation au total, allant de la négligence. Nous avons l'accusation de meurtre et aussi celle d'agression sexuelle au premier degré. Et puis, il y a les crimes financiers dont il est accusé. Et d'avoir utilisé les cartes bancaires du couple, dont il était censé être le seul gardien, pour rembourser ses propres dettes. Il y a beaucoup de choses, dont cette nouvelle accusation d'agression sexuelle au premier degré. Je ne savais pas si c'était pour la femme de 49 ans tuée. Mais sachant qu'il fait maintenant face à une accusation de crime sexuel, comment cela entre-t-il en compte dans la poursuite? Et tout ce qu'ils essaient de revoir dans l'affaire contre Donnie Ray Birchfield Jr., Ma première pensée avec les procureurs et le département de police étant un peu discret en annonçant l'accusation de meurtre et l'accusation de conduite sexuelle criminelle au premier degré, c'était qu'ils pourraient éventuellement chercher la peine de mort ici, parce que c'est un facteur aggravant. Et ils examinent également tous les cas de vol de voiture à des fins financières, l'utilisation de la voiture pour payer ses propres dettes, le fait de priver intentionnellement les victimes de nourriture. Il y a des cas d'étranglement. Il me semble qu'il gonfle le dossier pour montrer ses preuves accablantes. Pour montrer cela, l'accusé ici devrait recevoir la peine suprême, c'est-à-dire la peine de mort. Il faut un facteur aggravant pour que la peine de mort soit une option ici en Caroline du Sud. Le jury doit aussi être unanime pour prononcer la peine de mort. Le juge doit aussi être convaincu que la peine de mort est appropriée et n'est pas recommandée par le jury en raison de préjugés ou de passion. Je pense que c'est pourquoi vous voyez toutes ces accusations présentées ici par l'accusation, avec l'accusation de meurtre et un possible facteur aggravant dans l'agression sexuelle au premier degré. Ils ont assez d'éléments pour demander la peine de mort. et je veux dire, il suffit de penser à cette phrase sur la façon dont cette femme de 49 ans, Arnsdorf c'est son nom de famille, Shirley Arnsdorf, est morte. Si c'est bien une strangulation, il faut aussi vérifier qu'elle n'était pas privée de la nourriture nécessaire pour survivre. C'est horrible. C'est pourquoi la police mène désormais une enquête pour meurtre. Sans accusation de meurtre, peut-on condamner à mort? Détenir quelqu'un 10 ans contre sa volonté reste horrible. Si elle est morte à cause d'une situation de négligence, c'est certainement horrible. Faut-il vraiment qu'il s'agisse d'un meurtre pour atteindre le seuil de la peine de mort? Ici, il faudrait un meurtre pour qu'il y ait la peine de mort dans ce cas. Il y a beaucoup de crimes ici. S'il était condamné à des peines consécutives, il passerait le reste de ses jours derrière les barreaux. J'ai fait le calcul. Vous cherchez à prononcer une peine de plus de 100 ans s'il est reconnu coupable de toutes ces accusations. Mais la peine de mort n'aurait pas été considérée. Et pour le fait que maintenant ils annoncent un meurtre et le crime sexuel, ce qui est un facteur aggravant, cela pourrait être quelque chose que l'accusation cherche à mettre sur la table. Et vous savez, c'est vraiment une affaire terrible. C'est quelque chose qui ressemble à un film d'horreur, n'est-ce pas? On ne pense pas que des choses comme ça puissent arriver. Et c'est arrivé en Caroline du Sud. Les procureurs là-bas, avec tout ce qui se passe chez eux, je suis presque sûr qu'ils veulent envoyer le message que les gens attendent, à savoir que cela n'a pas sa place dans notre communauté. Oui, tout à fait. Et vous pensez aussi à la complexité de cette histoire. Je disais, c'est une enquête pour meurtre liée à des questions financières et aussi pour crimes sexuels. Comment procédez-vous?
comment le procureur et même l'avocat de la défense, pour la personne qui va le défendre, si jamais cela va jusqu'au procès. Comment démêlez-vous toutes les informations qui peuvent remonter dans le temps? 10 ans lorsqu'il s'agit d'une femme qui aurait été retenue contre sa volonté pendant aussi longtemps? Cela semble juste que, si cela devait être le cas, ce serait une affaire qui durerait des années. C'est possible, mais je pense qu'il faut revenir au début, n'est-ce pas? En 2015, certaines victimes auraient été retenues contre leur gré pour la première fois. Et le fait que des voitures et des transactions ont été utilisées permet d'établir une chronologie qu'ils peuvent montrer, que ce soit pour les adultes vulnérables qui étaient là, le mari et la femme, puis les autres victimes, s'ils peuvent le prouver en se basant sur l'utilisation des voitures, sur le témoignage de ces victimes qui étaient là depuis 2015 et qui n'étaient autorisées à sortir qu'à certains moments. Les abus physiques, les abus psychologiques, la malnutrition, priver les gens de nourriture les met dans un état second, ce qui permettrait à l'accusé d'avoir plus de contrôle. Donc, je pense qu'ils devront exposer cette affaire à travers les témoignages des victimes, mais aussi à travers des recommandations qu'ils peuvent corroborer, parce qu'il y a des transactions. Et pour la défense, ils doivent essayer d'attaquer chaque point. Peut-être que du point de vue de l'enquête, on pourrait dire que les victimes ici étaient en réalité des participantes consentantes et qu'elles auraient pu partir, mais qu'elles ont décidé de revenir. C'est une affaire solide à gagner pour la défense ici. Et le meurtre ajouté à un crime sexuel rend, à mon avis, la tâche encore plus difficile pour obtenir un acquittement ou faire tomber certaines de ces accusations. L'accusation sera très méticuleuse dans la présentation de son dossier. La défense va attaquer chaque élément possible pour faire tout ce qu'elle peut pour son client ici. Ce qui est allégué est horrible, on ne le dira jamais assez. Mais on a vu des cas où quelqu'un est accusé d'avoir retenu une personne captive. Et il n'y a pas de chaîne, pas de verrou sur les portes. Beaucoup de choses sont mentales. Et il y a encore beaucoup d'informations que nous attendons à ce sujet. Mais qu'est-ce qui rend les affaires comme celle-ci compliquées à prouver réellement? S'il existe des preuves qu'une victime a quitté la maison, un avocat de la défense pourrait soutenir qu'elles étaient présentes volontairement et auraient pu contacter la police, mais ne l'ont pas fait. Elles sont revenues. Oui, mais il faut aussi considérer les dynamiques de pouvoir ici. Ce n'est pas comme si on était en 2015. Aucun accès à des ressources financières, aucune connexion avec la famille, être victime de violences physiques. Il existe des informations sur l'une des victimes disant que l'accusé ici aurait affirmé savoir comment se débarrasser d'un corps à cause d'incidents antérieurs. Une dynamique de peur existe. Donc, il est difficile pour l'accusation de gagner cette affaire sans montrer une image complète de l'expérience que ces victimes ont vécue. Quelles photographies qui seront probablement odieuses. Il pourrait y avoir des verrous sur les portes. Donc, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît sur le papier de montrer qu'il est facile de prouver que ces personnes sont parties puis revenues. Il pourrait exister des preuves qu'il leur a dit, vous feriez mieux d'être ici. Il pourrait y avoir des menaces envers les autres victimes, du genre, hey, si elle ne revient pas, je vais tuer ta sœur, la victime ici, d'accord? Et il existe de nombreuses dynamiques en jeu et l'accusation devra en exposer l'ensemble au jury. Que pensez-vous simplement de la chronologie où ils interviennent au domicile? Je crois que c'était le 25 juillet. Il a été arrêté le 1er août. Nous sommes en octobre, et ils ajoutent toujours des chefs d'accusation. Combien de temps dure généralement une enquête comme celle-ci? Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il faille dire « D'accord, nous sommes prêts à voir et à aller au procès ». Je pense que nous arrivons vers la fin de l'enquête. Le fait qu'il y ait un meurtre et le crime sexuel dont il est maintenant accusé montre que l'État ici, ils ont examiné toutes les preuves et ça ne tenait pas la route, ça ne collait pas. Ils pensaient qu'il y avait quelque chose de plus. Je pense que les pathologistes et les enquêteurs ont sûrement pris le temps d'examiner ces éléments, de parler aux victimes et d'analyser les autres preuves. Donc ça, c'était en juillet, on est à environ 6 mois de là. Je pense qu'ils arrivent probablement à la fin de leur enquête et qu'ils continueront finalement à avancer vers un procès. D'autres preuves seront encore présentées et transmises à la défense dans la procédure de communication. Mais je ne pense pas que ce sera une situation où cela va durer encore 2 ans et où ils chercheront encore d'autres chefs d'accusation. Il est maintenant clair qu'ils ont suffisamment de chefs d'accusation pour aller de l'avant avec une gamme de condamnations possibles, que l'État peut aller jusqu'à envisager la peine de mort. Et je pense que c'est pour forcer l'accusé à prendre une décision, soit plaider immédiatement, soit, s'il va jusqu'au procès, savoir quels sont les enjeux.
La peine de mort, monsieur, c'est un sujet controversé d'un État à l'autre. Mais voyez-vous, en Caroline du Sud, dans des affaires comme celle-ci, où un procureur peut utiliser cela comme levier contre un accusé, quelle efficacité pour obtenir un accord de plaidoyer? Extrêmement efficace. Très souvent, lorsque la peine de mort est envisagée et qu'ils cherchent à obtenir un accord de plaidoyer ou à obtenir plus d'informations de la part de l'accusé, éventuellement sur autre chose. Une chose qui m'a marqué, c'est qu'il a dit qu'il savait comment se débarrasser d'un corps à cause d'un incident antérieur. Maintenant, s'il est exact concernant cette information, il se pourrait qu'il ait connaissance d'une affaire non résolue qui pourrait intéresser l'État. Cela pourrait servir d'outil de négociation pour proposer un accord à l'accusé et retirer la peine de mort. Donc, très souvent, dans ces affaires où il y a plusieurs victimes, des accusations odieuses, il y a beaucoup de risques pour l'accusé, peut-être aussi des affaires non résolues que l'État souhaite clore et cette personne possède des informations pouvant apporter une clôture à la famille. C'est vrai, c'est parfois il y en a un moyen de négociation utilisé par les deux parties, non seulement l'État avec ses poursuites, mais aussi le prévenu. Il pourrait avoir des informations sur des meurtres antérieurs auxquels il aurait pu être impliqué, et peut-être l'emplacement des restes. Et j'ai déjà vu cette même situation se produire dans des affaires ici en Caroline du Sud. Il serait le fils d'un pasteur notable à Lancaster, en Caroline du Sud, qui semble être une petite communauté. À quel point est-ce fréquent en Caroline du Sud d'avoir une affaire très médiatisée dans une petite communauté rurale? Même si ce nom était connu dans la communauté, une telle affaire pourrait être déplacée ailleurs. C'est possible, c'est théoriquement possible, mais souvent ils souhaitent que l'affaire soit jugée par des membres de leur communauté, par un jury de leur père. Et c'est une petite communauté. Donc, il y aura des gens qui pourraient connaître l'accusé et avoir de bonnes choses à dire sur lui ou de bonnes choses à dire sur sa famille. D'accord? Mais il ne pourra pas être déplacé ailleurs dans l'État sans que personne ne soit informé. Déjà largement couvert d'ici. Et puis, une fois que les jurés commenceront à entendre les faits, ils vont de toute façon se faire leur propre opinion immédiatement. Donc, je ne pense pas qu'un changement de lieu serve vraiment un but réel, un but solide dans cette situation. Je n'ai pas entendu parler de discussion concernant un changement de lieu. Ce n'est pas souvent en Caroline du Sud, où nous étions, bien sûr, qu'on autorise un changement de lieu pour un autre comté, mais cela pourrait être utilisé. C'est une petite ville. Tout le monde connaît probablement plus d'informations simplement à cause des interactions personnelles qu'ils ont eues avec l'accusé, la famille. Il pourrait y avoir des soupçons où ils pourraient se demander comment cela a pu arriver sous notre nez pendant toutes ces années sans que personne ne le sache. Et puis, à ce stade, vous avez 4 victimes présumées, chacune ayant, d'après ce qu'il semble, une expérience différente avec l'accusé et ce qui s'est passé. Est-il possible qu'il y ait 4 procès différents? Quels sont les critères pour déterminer si chaque victime aura son propre procès? Une affaire de meurtre diffère beaucoup d'une affaire de négligence, tout comme l'expérience des victimes varie fortement. Je ne pense pas qu'il y en aura, car cela coûterait trop cher à l'État de rejuger cette affaire plusieurs fois. Vous savez, il y a un seul accusé et différentes victimes, mais tout cela provient des mêmes faits et circonstances. 4 personnes ont été enlevées ou retenues, en fait captives dans sa maison et soumises à divers crimes. Donc ce serait un peu différent si vous aviez des lieux différents, n'est-ce pas? Divers cas où il aurait pu commettre cela contre une victime en 2015, une autre en 2019 dans le même comté, mais avec des faits, circonstances ou lieux différents. Nous n'avons pas cette situation ici, donc je ne vois pas de procès différent pour chaque victime. C'est toujours l'État face à l'accusé. Et les victimes témoigneront concernant les différents chefs d'accusation criminelle auxquels l'accusé est confronté ici. Non, c'est juste une affaire tellement difficile à chaque fois qu'elle revient, hein, et nous continuerons à la suivre. Ici sur Law and Crime, Tyler Bellet, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci d'être avec nous. Merci. C'est tout pour On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. Nous nous reverrons la prochaine fois.